Donc on est vraiment enfermé avec son bourreau. D'où en fait l'augmentation des chiffres et malheureusement des féminicides. Bonjour à tous. Alors en Israël, chaque année, quelques 68 000 femmes subissent les coups de l'homme qui partage leur vie. Un chiffre qui ne semble ni pire ni meilleur que dans les pays d'Europe, mais qui alerte de nombreuses associations sur place. Associations qui, sur ce sujet comme sur tant d'autres, font le travail du gouvernement. Comment le confinement a-t-il aggravé cette situation de violence domestique ? Tous les milieux en Israël, juifs, arabes, russes, éthiopiens, sont-ils touchés de manière égale par ce fléau ? Quelles armes ont celles et ceux qui subissent le pire à l'intérieur de leurs quatre murs de manière souvent invisible, jusqu'à parfois la mort ? On va en parler avec nos deux invités, Ilana et Morgane à ma gauche, qui ont décidé d'importer en Israël un mouvement né en France il y a un peu plus d'un an, en avril 2019, qui s'appelle Les Colleuses, Astikériot en Israël, dont le but est de placer sous les yeux des passants ces drames trop souvent ignorés jusqu'à alerter les pouvoirs publics. Vous dénoncez souvent des sociétés de patriarcat, on sort de MeToo et de toutes ces politiques qui ont vraiment alerté le monde entier, dans lesquelles les hommes considéreraient les femmes comme leurs objets. Ça démarre avec du harcèlement et puis ça peut finir en féminicide. Est-ce que la société israélienne est aussi touchée qu'une autre société ? On dit souvent qu'en Israël, on peut se promener dans la rue en short quand on est une femme beaucoup plus facilement qu'ailleurs en Europe. Est-ce que c'est vrai ou non ? Enfin, c'est vrai, mais alors pourquoi ? Alors, les raisons sociologiques de ce fait, je n'ai pas vraiment étudié la question, mais c'est vrai que d'expérience personnelle et en parlant avec beaucoup de jeunes femmes, des holotes de France, par exemple, qui, quand elles sont à Paris ou dans d'autres grandes villes, subissent le harcèlement de rue de façon très frontale et très violente. Et elles se disent, en arrivant ici, à Tel Aviv notamment, que waouh, c'est un peu un Éden. On subit très peu de harcèlement, on se sent largement en sécurité. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, en Israël, on se sent plus en sûreté. Et j'ai l'impression, en tout cas, qu'effectivement, il y a moins de harcèlement de rue. Maintenant, sur la question des violences faites aux femmes, si on se concentre sur les violences sexuelles, les violences domestiques, là, on est dans des taux qui sont équivalents à ce qu'on peut retrouver en Europe ou ailleurs, voire parfois même des taux supérieurs dans certaines violences spécifiques. Ça veut dire que les violences domestiques ne proviendraient pas forcément d'un problème structurel, culturel de l'homme. Si l'homme n'embête pas la femme dans la rue mais qu'il peut la taper tout autant à la maison, ça veut dire que les deux ne sont pas forcément liés. Je vous pose une question un peu complexe, mais... Les deux sont liés parce qu'en fait, le système patriarcal et le système de la domination masculine, ça part de petites choses de la vie courante. Ça peut être le harcèlement de rue, ça peut être un mot déplacé au travail, ça peut être du harcèlement au travail sexuel ou sexiste. Ça peut être, vraiment un petit mot, jusqu'à une blague sexiste, et ça va jusqu'au féminicide. Mais il y a un spectre très très large qui peut être... une main aux fesses, d'être en boîte de nuit et de se faire embêter par un groupe de mecs parce qu'on est une femme. Pour le coup, ici, il n'y a pas vraiment de différence dans le harcèlement qu'on peut subir justement en boîte, même sur le lieu du travail. Le harcèlement, les remarques vraiment sexistes. En Israël et en Europe. En Israël, oui. Là, autant c'est différent du harcèlement de rue. Autant le harcèlement de rue, il y a effectivement une différence, autant sur le reste, il n'y en a pas forcément. D'accord. Et en fait, le système reste le même, c'est juste que selon les cultures, il va se manifester de manière des fois un peu différente, mais de manière générale, ça reste quelque chose qui est similaire sur... C'est un système équivalent. C'est ça, oui. Exactement. Alors, vous m'avez donné, quand on a préparé l'émission, les pourcentages à peu près de violences domestiques. Pour le coup, on ne parle plus que de violences domestiques dans différents milieux qui peuplent la population israélienne. Il y aurait à peu près 25% de violences de femmes battues parmi les immigrés d'ex-URSS, 20% parmi ceux d'Éthiopie, 20% parmi la population arabe israélienne et seulement 34% chez les juifs qui constituent évidemment beaucoup plus, un plus gros pourcentage de la population israélienne. Pour autant, vous dites la culture influe assez peu sur ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une surreprésentation des féminicides dans certaines catégories de la population où le patriarcat est plus fort, plus renforcé. Mais ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est que ça existe dans tous les milieux, peu importe si la représentation est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, voire beaucoup au-dessus, beaucoup en dessous. C'est un problème qui touche toutes les populations et nous, on veut vraiment répondre à ça en disant qu'il faut travailler pour en fait, toute la communauté israélienne dans son ensemble, toute la population, peu importe l'ethnie, la religion. D'accord. Le milieu religieux, très religieux, juif orthodoxe, il est plus touché, il est moins touché? Alors, ça reste difficile de savoir parce que c'est un milieu où vraiment c'est beaucoup plus difficile de parler, où la pression sociale pour aller parler
aller vers la police ou se plaindre des associations, c'est beaucoup plus difficile et c'est très difficile d'avoir vraiment de comprendre l'étendue, mais il n'y a aucune raison de penser que c'est pas du tout quelque chose qui arrive. En fait, ça, comme disait Ilana, ça touche absolument toutes les populations et des fois, en fait, si on a plus de chiffres que d'autres ou des chiffres plus élevés que d'autres, c'est aussi parce qu'il y a cette peur des fois d'aller parler ou d'aller demander de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins forcément dans une communauté qu'une autre, mais il y a peut-être plus de peur d'aller le dire. On sait moins ce qui se passe chez eux. Ouais. Comme dans la société arabe qui est extrêmement patriarcale, où on a notamment les crimes d'honneur, qui sont des crimes quand une jeune fille va toucher à l'honneur de la famille. Donc ça peut être un homme qui va tuer sa sœur, sa cousine, sa fille, parce qu'elle aurait touché à l'honneur de la famille. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les populations arabes. De la même façon, dans la population kharédite, où c'est aussi un milieu religieux, donc encore plus patriarcal d'une certaine manière. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Et encore une fois, comme le disait Morgane, il y a une silenciation des victimes parce qu'elles sont dans une communauté qui est extrêmement fermée et qu'on s'autogère en quelque sorte. Aller vers la police, aller effectivement parler des violences, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Donc oui, il y a une sous-représentation dans les chiffres par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors on ne sait pas vraiment, on parlait de 68 000 femmes battues par an en Israël, évidemment on ne sait pas, on sait les femmes qui se plaignent, on sait celles qui meurent par contre. Ça on le sait, on a un chiffre d'environ 20 femmes par an, qui correspond peu ou prou à ce qui se passe en France, aux chiffres français en termes de proportion par rapport à la population. Le journal Haaretz, derrière vous, on voit publier chaque fois qu'une femme meurt sous les coups de son compagnon en Israël, une photo. Voilà, là depuis mai, on en a eu 5 femmes qui sont mortes. Est-ce que ce chiffre est aussi lié au confinement? Parce qu'on sait, les standards ont explosé à partir du mois de mars, je crois, x4, il y a eu 4 fois plus d'appels de femmes battues. Ouais. Quel lien a eu exactement le confinement sur les violences domestiques? En fait, le fait d'être enfermé avec son agresseur, ça laisse quand même peu de recours, parce qu'en général, même les femmes qui sont des fois battues, qui subissent de la violence, même qui peut être morale ou verbale, elles peuvent aller travailler, ou le mari va travailler, donc il y a quand même des moments de répit. Et là, dans le cas du confinement, en fait, il n'y avait absolument aucun répit, plus le fait que d'être enfermé, ça exacerbe les tensions. Donc du coup, plus de tensions et la femme se retrouve souvent à celle qui subit cette colère et ces tensions. Donc ça augmente forcément. Personne ne peut voir ce qui se passe aussi. C'est ça. On ne peut pas sortir, même si une femme veut en fait partir, il n'y a pas de moyen, donc on est vraiment enfermé avec son bourreau. D'où en fait l'augmentation des chiffres et malheureusement des féminicides. Alors on l'a dit, une proportion qui est à peu près la même que celle de la France en termes de féminicides, au regard de la population. Vous m'avez parlé aussi de Tsahal. Alors on a dit tout à l'heure, c'est plus agréable de se balader en Israël qu'ailleurs, mais enfin c'est pas non plus tout rose en termes d'harcèlement. Voilà, on parlait de spécificité culturelle. La société israélienne, c'est une société qui est militarisée, où le service militaire est obligatoire. Et il y a un rapport de 2013, donc ça commence un peu à dater, mais c'est quand même assez recevable, où on voyait en fait qu'une femme sur 8, une soldate sur 8 était agressée sexuellement ou harcelée entre les murs de Tsahal, donc durant leur service militaire. C'est lié à forcément, il y a tout un mythe autour du militaire, très viriliste, la hiérarchie. Donc quand on est une petite jeune soldate, il peut y avoir comment est-ce qu'on dit ? Ce sont souvent des hommes qui sont en position hiérarchique supérieure. Pas toujours, il y a aussi des femmes qui sont en position hiérarchique supérieure, mais en tout cas, c'est un système qui permet une espèce de domination et qui permet cette espèce de permissivité de la part des hommes gradés sur de plus jeunes femmes ou moins qualifiées. On n'en entend pas trop parler de ça. Hein. Non, ça entame le mythe de Tsahal et ça, c'est compliqué à entendre pour la société israélienne. En fait, comme beaucoup de milieux en Israël, en fait, il y a vraiment ce côté, on ne touche pas à l'armée, à l'image de l'armée. On essaie de régler ça si on peut en interne. Il faut quand même comprendre que c'est quand même un chiffre assez élevé, 1 sur 8, sachant que c'est des filles qui sont quand même encore assez jeunes et que les familles envoient par choix ou pas par choix, mais qui est censé être quelque chose qu'on fait pour son pays, et c'est pas quelque chose où en fait on a l'impression que le pays ne s'occupe pas, le gouvernement ne s'occupe pas du sort de ces femmes-là. Alors justement, on va parler du gouvernement. En Israël, plus qu'ailleurs encore, la société civile prend des problèmes à bras-le-corps parce que le gouvernement fait pas tout à fait son boulot en la matière. Vous m'avez dit que 50% des femmes qui mourraient sous les coups de leur conjoint ici en Israël étaient connues des services de police. Ça veut dire qu'elles avaient déjà porté plainte. Ouais. Ou essayé de porter plainte, parce que des fois, en fait, les plaintes ne sont pas acceptées. Alors, où est-ce que ça a pêché ? Qui n'a pas fait son boulot ? Il y a différents acteurs. En fait, c'est une ligne où chaque intervenant va être défaillant. Ça commence par le poste de police, et puis ensuite, ça peut être un médecin, ça peut être un magistrat. Ça peut être un rabbin aussi à qui on demande conseil. Tout à fait. C'est vraiment à tous les niveaux qu'il peut y avoir une défaillance. C'est pour ça qu'on
qu'on parle de système. C'est vraiment où les femmes ne sont pas entendues. On ne les prend pas assez au sérieux et ça peut terminer en drame, effectivement. Alors, on va peut-être citer les associations les plus connues qui se battent, qui essaient de récolter des fonds, ouvrir des refuges pour les femmes qui voudraient partir, les aider économiquement. Quelles sont ces associations en Israël ? Il y avait un chiffre que nous donnait hier une amie qui est en fait le taux entre citoyens et nombre d'associations, nombre d'organisations non gouvernementales est un des plus élevés du monde en Israël. Donc pour dire qu'il y a vraiment la société civile est extrêmement partie prenante et engagée, mais ça montre aussi du fait que le gouvernement du coup est sûrement défaillant sur beaucoup de sujets. Ce qui est sûrement, on pense aussi dû au fait que il y a une sorte de focus sur tout ce qui est sécuritaire et que du coup tout ce qui est à côté, ça passe vraiment au second plan. Et le gouvernement, c'est aussi que la société civile assure et donc... il y a aussi ça. On n'a pas besoin de s'en occuper nous parce que sur place, il y a... Et les gens donnent de l'argent et il y a une vraie solidarité. C'est une illusion parce que la vérité, c'est qu'on a besoin de plans du gouvernement parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et les associations aussi elles peuvent être d'aussi bonne volonté qu'elles le veulent. On n'a pas assez d'argent. Donc là, il faut de l'argent pour quoi ? Pour aider ces femmes battues de quel point de vue ? Alors l'argent, c'est pour tout. C'est pour tout. C'est pour former, on disait tout à l'heure que les acteurs de terrain pouvaient être défaillants ou pas assez formés à ces questions-là. Donc, c'est pour former les magistrats, les services de police, c'est pour mettre en place des tribunaux qui s'occupent spécifiquement de ces cas-là. C'est pour mettre en place un suivi des hommes violents beaucoup plus présent pour défendre ces femmes. La création aussi de beaucoup plus de refuges parce qu'il n'y en a pas assez. Je crois on n'a que 14. C'est ça, que 14 pour tout Israël. Donc, c'est vraiment rien. En fait. Et seulement 12 femmes par... Oui, toujours plein. 12 femmes par refuge, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et on en a besoin de beaucoup plus. Donc, rien que de la création de refuges, l'aide économique, juridique et psychologique de ces femmes-là et des enfants. Donc, il y a besoin d'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, on va parler maintenant un peu de votre action. On a des photos derrière nous. Alors, le mouvement, il s'appelle Les Colleuses. Il est né à Paris en avril 2019. Ceux qui sont un peu sur Instagram ont pu voir défiler ces images parisiennes. Avec souvent, on voit, on vous voit vous, mais à Paris, on voit souvent des noms, des âges de femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. Alors, comment est née cette idée d'importer ce mouvement ici en Israël ? Alors ça, c'est... En fait, avec Ilana, ça fait assez longtemps qu'on se dit que puisqu'on vit ici, en fait, on est assez engagé sur ce qui se passe en France. Et au bout d'un moment, on s'est dit, vu qu'on vit ici, on a envie aussi, s'il y a un réel besoin, et on a envie de participer en fait là où on vit. Donc, c'était quelque chose d'important pour nous. Et les colleuses, en fait, ça s'est très vite imposé comme la solution, parce qu'on est tombé en admiration devant le concept, devant sa simplicité, devant sa rapidité en fait à mettre en place et son impact en même temps. Donc, c'était clairement quelque chose de très impressionnant et très pertinent. Et on s'est dit, voilà, on va mettre ça en place. Donc, on a voulu commencer en fait avant le confinement. Malheureusement, le confinement a fait qu'on n'a pas pu aller coller tout de suite, mais dès que ça a été fini, donc on a repris. Et là, on commence à avoir de plus en plus de femmes qui en fait ont envie aussi d'aller coller. Donc nous, on a commencé par des messages en fait qu'on a repris en lisant justement la presse, les histoires de femmes ici victimes de féminicide ou de violence. Donc pour l'instant, c'est plutôt quelque chose d'assez général. Et petit à petit, on voudrait aussi justement mettre des collages qui parlent de chiffres, qui est une sorte de prise de conscience. En fait, on veut visibiliser quelque chose qui est pas du tout parlé, qui est pas dans le dialogue. Alors concrètement, c'est quoi ? Vous écrivez quoi, comment et quand et comment vous allez coller ces affiches et où ? Je suppose que tout est réfléchi. Tout est réfléchi. On a aussi pensé qu'il fallait parler écrire dans plusieurs langues, justement parce qu'il y a aussi toutes les nouvelles immigrantes, mais aussi celles qui sont nées ici. Là, on voit de l'hébreu, de l'anglais. On voit pas d'anglais, on va peut-être en voir tout à l'heure. Voilà, mais on a aussi de l'anglais. Après, on a prévu aussi, si c'était possible, qu'il y ait aussi des femmes arabes israéliennes qui s'emparent aussi de ça et qui aient aussi posté en arabe, Vous êtes en contact avec des associations On commence à monter le réseau. Et puis comme le concept est vraiment, pour le coup, est vraiment puissant et fait écho, on a déjà pas mal d'associations qui sont venues nous voir pour travailler avec elles, pour faire des workshops, pour vraiment, voilà, on s'intègre vraiment dans le réseau militant qui est déjà très très en place et on veut les aider avec cet outil qui, on pense, est vraiment très efficace. Alors qu'est-ce qu'on écrit qu'est-ce que vous écrivez et comment vous pensez que ça peut servir très concrètement ? Après, expliquez-nous. Parce que c'est esthétique, en fait, c'est plutôt il y a quelque chose de très esthétique et pour le coup, il est important parce que ça aide à ce que les gens en parlent. Et ce qui est le but ultime, en fait, jusqu'à ce qu'en fait, il y ait suffisamment de personnes qui en parlent et qu'il y ait un dialogue qui fasse que ça force le gouvernement à agir. Mais au niveau des mots, il faut que ça touche tout le monde. Donc, on a différents types de textes écrits qui vont toucher un peu différents types de personnes. Des choses plus générales avec des chiffres,
Comme on disait, donc 178 femmes tuées depuis 2011 par exemple. Tu veux aussi donner d'autres exemples? Il y a une femme sur 3 qui est agressée sexuellement dans la société israélienne. Il y a une femme sur 7 qui est violée au cours de sa vie en Israël. Donc des chiffres comme ça qui peuvent frapper. Percutant, c'est ça. Ouais. Mais au-delà même de l'esthétisme, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect esthétique, c'est l'aspect percutant qui fait que ceci... Donc uniquement des slogans très courts, très percutants. Pas forcément court, ça peut être court, ça peut être moins court, ça peut être aussi des témoignages, par exemple de victimes qui voudraient mettre leur témoignage, un petit peu exorciser leur expérience. Mais en fait, la lettre noire sur fond blanc sur le mur, vraiment, quand on passe, ça saute aux yeux. On le voit tout de suite. Et on veut des histoires aussi personnelles, excuse-moi. Ouais. Parce que là, par exemple, sur le mur derrière moi, donc celui-ci qu'on avait collé en hébreu, donc il vient dire que papa a tué maman. Ouais, là, pour le coup, c'est choc. Donc voilà, c'est choc, mais c'est aussi des réalités. C'est des enfants, des fois, qui ont été témoins de ça, de voir leur père tuer leur mère devant leurs propres yeux. On avait aussi mis... elle le quitte, il la tue. Et tout ça, en fait, c'est basé sur des situations réelles. Mais après, on veut aussi personnifier en mettant... Parce qu'on a une liste de noms, bien sûr. Il y a cette liste à Haaretz qui est super, qui reprend toutes les victimes avec leur histoire. Par exemple, Maître Ronen a tué Avichai avec son arme devant leur enfant. Voilà, vraiment qu'on se rende compte que c'est des situations individuelles et que ce sont des drames, mais qu'en réalité, il ne faut pas prendre ça de façon individuelle ensuite, parce qu'il y a des slogans aussi un peu plus généraux, et de prendre ça comme un système qui, avec des moyens et avec la volonté politique, peut être largement mise à mal. On peut faire descendre ce nombre. Alors, vous avez dit, c'est ça, vous avez dit dans un premier temps, on veut alerter l'opinion publique, parce qu'on peut pas ignorer, quand on se promène dans la rue, vous allez peut-être nous dire où vous avez commencé à coller, et puis ensuite que les pouvoirs publics s'emparent du problème. C'est ça le but ultime. Bien sûr. C'est le but à long terme, oui. Alors, où est-ce que vous avez collé d'abord ici pour l'instant? Quand est-ce que vous avez commencé? Alors, on a commencé, comme je disais, juste avant le confinement, ce qui fait que ça a dû mettre un petit peu en pause, mais ça nous a aussi laissé le temps de vraiment travailler là-dessus. Pour l'instant, on a commencé donc à Tel Aviv, puisque c'est là où on habite toutes les deux, donc c'était techniquement le plus facile. Et on a commencé aussi pour l'instant dans Florentine, mais on a déjà pas mal de sorties prévues. On est aussi en contact déjà avec des filles qui sont intéressées pour aller coller à Beersheva, pour aller coller aussi à Jérusalem. Enfin, c'est quelque chose en fait qui va vraiment s'étendre sur tout le pays, ce qui est le but en fait. On ne veut pas que ça soit uniquement pour les grandes villes, parce qu'encore une fois, ça touche tout le monde et ça doit atteindre tout le pays. Donc, on ne veut pas que ça reste quelque chose vraiment du centre. Ouais. Exactement. Et même au-delà des grandes villes, l'idée enfin vraiment au plus loin et le plus ambitieux, on voudrait que ça s'étende à la région. On a notamment un colleur syrien qui nous a écrit. Donc vraiment, si ça pouvait même prendre... en Égypte, en Syrie, vous allez lancer dans tout le ce serait génial parce que les colleuses françaises se sont étendues dans toute l'Europe. Maintenant, il y en a en Espagne, il y en a en Angleterre, il y en a en Turquie. Donc, pourquoi pas envisager d'étendre le mouvement à toute la région. Ouais. Alors, pour vous rejoindre, pour l'instant, le compte Instagram, c'est le plus simple, Astikariot. Exactement. C'est ça. Pour nous écrire, si vous voulez nous rejoindre. H-A-S-T-I-C-K-E-R-I-O-T, voilà. Les colleuses en hébreu un peu. Ouais. Quelque chose à ajouter? Alors, je voulais juste ajouter en fait ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on parlait en fait que le gouvernement s'empare de ce sujet et qu'il y a déjà d'exemples d'autres pays où il y a des mesures qui ont été mises en place et qui font leurs preuves. Donc, notamment, on parlait souvent avec Ilana de l'exemple de l'Espagne, où ils ont vraiment débloqué de l'argent et accompagné de mesures. Donc, comme Ilana disait précédemment, du fait qu'il y a des formations obligatoires pour les magistrats, les forces de l'ordre, les juges, tout le monde, les médecins qui vont être en contact avec des femmes victimes de violences domestiques, des tribunaux qui ont été créés spécialement pour traiter des affaires de violences domestiques. Donc, il y a une rapidité en fait, du traitement aussi de ce genre de plaintes. Et tout ça, ça aide. Et c'est des mesures dont on peut s'inspirer. On n'est pas obligé de partir de zéro ici. Il y a des choses qui existent et qui montrent déjà des résultats. Donc, vous êtes en relation avec des associations qui font du lobbying, qui ont qui font du lobbying à la Knesset, qui travaillent, même si on est apolitique, on est affilié à aucun parti, mais si on peut aider à faire du lobbying auprès de partis qui travaillent sur ces questions-là, on le fait avec plaisir. Ok, très bien. Ilana, Morgane, merci beaucoup. Revenez nous parler de l'avancée de tout ça. Et c'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.